Bonjour à tous, chers téléspectateurs de l'émission agricole Braves Paysans. Vous le savez, nous avons rendez-vous tous les dimanches en 15 pour parler d'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Ces braves paysans et braves paysannes que nous mettons à l'honneur tous les dimanches en 15 se prononcent dans ces 26 minutes. Ça se passe de commentaires, écoutez-les. La région du Sud Comoé, à l'instar des autres zones côtières du pays, regorge d'énormes potentialités. Mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle est bordée par la plus grande lagune d'Afrique, Aby, 450 km². Pour promouvoir et valoriser cette étendue d'eau, la municipalité a institué une course de pirogues. Dénommée en Agny et Otilé, Élé, la 3e édition de cette course de pirogues mettant en compétition les pêcheurs de la localité constitue l'une des plus grandes attractions du département d'Adiaké. Le premier magistrat de cette commune hôte de cette grande cérémonie situe les enjeux de cette fête sur les activités de pêche dans la lagune Aby. C'est des pêcheurs, ils ont vécu de pêche pendant longtemps, une lagune riche. Mais évidemment, vous comprenez qu'avec la population qui a augmenté, avec les eaux qui sont appauvries, avec parfois les pratiques de pêche qui ne sont pas encouragées, notamment l'utilisation des pesticides, avec les problèmes de maillage des filets qui raquent pratiquement le fond, la lagune aujourd'hui s'est appauvrie. Je sais qu'au niveau de l'État travaille à ensemencer la lagune pour que les bonnes espèces reviennent. Parlant d'espèces, disons que déjà la fermeture du canal d'Asseni est aussi un facteur limitant dans la pêche parce que quand le canal était relié à la mer, il y a des bonnes espèces de poissons qui venaient pondre les œufs en eau douce. Aujourd'hui, tout ça n'est pas. Les privés aujourd'hui travaillent un peu à pouvoir faire de la pisciculture en lagune. Le chef du village, le Majesté, encourage cela. C'est vers ça que nous allons tendre pour permettre aux gens quand même de vivre des produits de pêche sans forcément être en train de pagailler à longueur de journée sur la lagune. Parrainant cette chaleureuse rencontre, le vénérable président du Sénat salue l'initiative du maire. Vous avez constaté que les populations qui vivent au bord de l'eau sont par essence spécialistes de la pirogue. Les jeunes, les femmes, cela est ancré dans leur culture. Et on remercie le maire d'Adiaké d'avoir pris l'initiative d'associer d'autres populations. On a vu la diversité culturelle. Les danses, les chefs, les rois, les jeunes, les femmes. Faisant le bilan de cette course de pirogue, le commissaire général rappelle les faits marquants. La course de pirogue, c'est du sport physique qui met en condition tous les muscles du corps. Et donc, l'un des buts, c'est d'avoir des jeunes en très bonne santé pour mener à bien l'activité des pêcheurs. Toutefois, au-delà de cette fête, la localité d'Adiaké, plus précisément le village d'Elima, demeure la porte d'entrée de l'exploration française, puis de l'introduction de la culture du café et du cacao en Côte d'Ivoire. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, toujours au cœur des grands événements et révélatrice de l'histoire agricole de nos régions, a profité en marge du festival Élé pour faire une incursion dans ce vaste environnement agropastoral lagunaire. Au campement de Congo-Cro, la récolte non moins facile de graines de palmier à huile dans la plantation de M. Aka Simon a attiré notre attention. Je suis un jeune planteur du village que vraiment, après les études, on a abandonné. Je suis revenu à la terre, comme M. Oufo a dit. Et quand ça ne va pas, tu retournes. Nous sommes venus et puis, à travers mes parents, et je suis rentré à la terre. Ils m'ont cédé quelques portions pour pouvoir planter le palmier à huile comme l'EVA. Vraiment au début c'était difficile. Cette plantation j'ai créée depuis 2008. On n'a pas assez de moyens pour mettre des engrais pour que la production va en avant. Mais des fois j'arrive à avoir même au moins 2 tonnes et 4 tonnes. Le manœuvre et l'acheteur de graines de palme expriment aussi quelques doléances pour une meilleure autonomisation de leur travail. C'est dedans, on débrouille, on mange, il n'y a pas de problème. Mais notre problème, c'est un problème de route. Des fois, on récolte graines, mais il n'y a pas de camion pour venir chercher. Il n'y a pas de route. Dans grand voie, seulement, il n'y a pas de problème. La petite voie qui est dans le campement, il n'y a pas de route pour venir chercher graines ici. Tout le temps, on souffre, c'est notre problème qui est là.
Pour une plantation qui est un peu éloignée d'une voie principale, c'est très difficile d'accéder à cette plantation pour faire la collecte. C'est un peu notre difficulté. Et aussi, chose encore, je dirais, un peu plus grave, au niveau des prix d'achat. On peut commencer soit le début du mois avec un prix, par exemple, de 50 francs. Vers la fin du mois, on peut se trouver peut-être à 51, 52. Donc les prix varient selon l'acheteur. La vie que nous menons aujourd'hui, c'est un peu difficile. Donc si tu fais un peu le retour à la terre, je pense que c'est une très bonne chose. Pour celui qui a comme objectif de faire une plantation de palmiers à huile, c'est une très bonne chose. À Eoumancro, un autre campement en bordure de la lagune à Bi, la pêche constitue une activité majeure qu'exercent les jeunes. Depuis, on est petit parce qu'on n'a pas parti à l'école. C'est ça là que notre vieux là nous a donné, que nous aussi on n'a qu'à prendre ça pour se débrouiller ici. C'est ça que nous on prend ça pour se débrouiller. L'argent on en prend pour faire beaucoup les choses. Moi j'ai pris pour moi là pour faire petites choses avec les maquis et mon crew ici. Comme j'attrape le poisson, c'est mon travail, c'est ce travail là que j'ai pris pour faire. Même certains qui ont le privilège d'être étudiants continuent de s'y adonner malgré les difficultés. Je suis un étudiant à l'université d'Aloa, mais mon village s'appelle Eoumancro. Et chaque année, pendant que j'ai des occasions, je viens et ma deuxième vocation, c'est la pêche. Je fais cette activité depuis fort longtemps, depuis mon enfance, puisque nous pêchons toujours avec nos parents. On nous apprend comment on pêche. Et en tout cas, c'est grâce à ça que nous vivons. Beaucoup de familles n'ont pas d'autre activité que la pêche, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de terre. Or, si tu es jeune, tu es un brave, la lagune est ouverte. Aujourd'hui, il y a manque de poissons. Soit c'est dû à un phénomène naturel, soit c'est dû à un phénomène qui provient de nous-mêmes les pêcheurs, parce que soit on pêche souvent avec des produits toxiques, soit on pêche avec des filets qui ne sont pas réglementés. Donc, nous souhaitons que, puisqu'il y a une existence d'un service de la pêche à Diaké, il y a une forte réglementation, une surveillance de ces mailles pour que cette activité, source de revenus, nous profite énormément. En outre, à Eoumancro se cultive aussi le manioc qui n'échappe non plus aux problèmes de parcelles. Ici, là, pour avoir terrain, ce n'est pas facile. Pour avoir un état pour planter le manioc, il faut 150 000 ou 100 000 avoir le terrain. Maintenant, quand on commence à le travail, ça va jusqu'à un an avant qu'on retire des manioc. Maintenant, le manioc, ça ne paye pas bien. Le bâcher complet, on paye à 25 000, à 30 000, ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas facile. Ça fait que le travail, là, vraiment, c'est dur. La palme de la relève revient à Madame Kolou Rose qui transforme la pâte de manioc en gari avec ses filles. Franchement, dis-nous là, on vient d'arriver, on n'a pas un terrain pour planter manioc. Puisque c'est les Togolais qui nous livrent un peu. Le hasard, nous on regarde Bachira, si on pèse ça à 75 000, 200 000 là. Manioc aussi, on prend ça à 30 000, 40 000, ça nous revient, ça nous rapporte. Un sac de gari, on peut payer ça à 25 000. Et 25 000 aussi, nous aussi on gagne aussi dedans. Et si c'est un Bachira, c'est à 30 000, nous ça ne nous arrange pas. Aboya, c'est 10 000 aussi, ça ne nous arrange pas. Quand on va au marché, les femmes la prennent ça moins cher dans le main. Et si ça augmente, le manioc augmente là, le prix de gari aussi ça augmente. Nous aussi on s'assoit facilement. L'EVA, bien que frappée par la chute des coûts, reste une production non moins importante de la région. Actuellement, nous avons beaucoup de problèmes. Bon, l'évacuation de nos produits, et puis les produits s'achètent mal, surtout l'EVA. Nous souffrons. Pour avoir une plantation, il faut investir beaucoup. Et après avoir investi, pour t'en sortir encore, le prix est bas. À l'heure actuelle, le mois, on paye le kilo à 280. Il faut payer le seigneur, nous n'avons plus rien. Pour s'en sortir, c'est difficile. En tout cas, le gouvernement, on n'a qu'à faire des efforts pour voir. Nous, en tant que planteurs de VIA et de palmiers, nous souffrons. Enfin, notre pied-à-terre à Elima, là où la colonisation française en Côte d'Ivoire a commencé, nous a permis, sous la conduite de M. Assoun, de découvrir les ruines de la première école, le palais emblématique du gouverneur Arthur Verdier, premier planteur et torréfacteur de café-cacao en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est bien premier producteur de café ou du cacao, ce n'est pas pour rien. Puis c'est M. Arthur Verdier qui fait venir du café en 1800
1981. Ces boutiques venant de Libéria. Et ça a pris un peu toute la Côte d'Ivoire. Le café cueilli, séché. Et c'est cette machine qui servait à décortiquer. Une fois décortiqué, on mettait ça en bateau. Les petits bateaux qui sont accostés à son quai. Pendant ce temps, le grand bateau est accosté en pleine mer. Et une fois que c'est rempli, on amène directement sur la France, précisément à La Rochelle. De la première plantation de café cacao, la première décortiqueuse de café, l'usine, la maison des manœuvres, à l'espace de séchage, l'on a pu déceler la vision très méticuleuse du travail de la terre par le colon. Sincèrement, je voulais remercier l'équipe d'Ava, le chef du village de Lima, M. Mikonowa Batemi, qui ont permis que cette visite soit réalisée. Parce qu'il n'est pas permis à n'importe qui de faire ça. Le chef du village était en tête de découragé, même il reçoit souvent que les gens viennent visiter. Parce que quand ils viennent, il ne faut rien pour Elima. C'est dans une ferveur populaire que nous avons pris congé de cette sympathique région où plusieurs sites agrotouristiques et écotouristiques restent à découvrir et à exploiter. On souhaite que la Côte d'Ivoire ou bien le gouvernement pense un peu à Elima. Plus à Elima, Dieu est parti beaucoup de choses. Je vais parler de plantation de café, de cacao et de palmier. Ainsi, c'est Elima qui a été construit la première école de Côte d'Ivoire, 1880. Mais la Côte d'Ivoire a oublié tout cela. On a eu la visite de M. Kouachiro, qui est directeur de l'UNESCO. On a eu la fin centenaire de l'école ivoirienne, ici en Côte d'Ivoire. Mais après leur départ, on n'a pas pensé à faire quelque chose pour Elima. Donc on propose que la Côte d'Ivoire pense un peu à nous. C'est-à-dire en réhabilitant le café pour faire un site touristique. L'école aussi, il faut qu'on réhabilite l'école aussi. Pour que les gens sachent que vraiment c'est ici qui a été construit la première école de Côte d'Ivoire. Et si vous voyez l'usine, on est encore à l'usine, que la Côte d'Ivoire pense à réhabiliter l'usine. Et puis mettre aussi un peu de goudron aussi. Faire la route aussi. C'est une solution. Là. Sinon, il ne faudrait pas qu'on laisse cette histoire mourir. Alphonse Kwa est un véritable passionné de l'agriculture. C'est le constat que l'équipe de reportage du magazine Brave Paysan a fait lors de la réalisation de cette émission. Comptable de profession, Alphonse rend sa démission pour s'investir dans les affaires, puis très rapidement il se met dans l'agriculture. Un métier qu'il a côtoyé depuis son enfance avec ses frères et sœurs aux côtés de leur défunt père. Ici, c'est une jeune plantation et notre vision c'est de faire des cultures bio depuis la création du champ jusqu'à la transformation. Sur plusieurs parcelles de terre, il pratique l'EVA et le cacao. Il compte transformer lui-même ses fèves pour en faire du chocolat au gingembre. SPLC est une structure qui fait l'encadrement agricole, qui crée les champs de cacao associés à la banane. Spécialement dans le cacao, nous créons de la pépinière, le champ, jusqu'à la récolte et la transformation du cacao en chocolat, qui est aujourd'hui un projet, le chocolat rural, avec un partenaire technique. Ses frères aînés, tous deux administrateurs, qui ont entendu parler de ce qu'il faisait, ont décidé de lui rendre visite dans ses champs. Ils sont non seulement agréablement surpris, mais c'est avec beaucoup d'émotion et de souvenirs d'enfance qu'il parcourait à pied les parcelles d'Alphonse. Après cette visite, nous l'avons sincèrement félicité. Parce que nous avons été édifiés, parce que nous avons vu. En réalité, nous ne sommes pas étonnés de ce qu'Alphonse a développé ici. Puisque notre père, père à son âme, papa Denis Kwa, lui-même avait développé en son temps des plantations de cacao et de café. Et tout petit, nous étions dans ces plantations avec les manœuvres. Nous, les aînés par rapport à Alphonse, nous avons eu la chance d'encadrer les plus jeunes, dont Alphonse. Donc pour nous,
Alphonse ne fait que perpétuer l'éducation en milieu rural que papa nous a inculqué. Après les campements, nous nous sommes rendus à Divoville sur une parcelle destinée à la construction de son usine de chocolat. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions aller à la transformation. Comme je dis, mon père, il a été un planteur traditionnel. 60 ans après, moi, je dois être un agriculteur moderne, avec des outils modernes, et passer à la transformation, ne serait-ce que débuter la transformation, afin que mon fils, quelques années plus tard, devienne un industriel, avec des partenaires dans le monde entier, des Israéliens, des Américains, des Européens et tout le reste. Quand il a achevé ses études, il travaillait dans une structure de la place et il a décidé de travailler pour lui-même. Bon, au début, on était un peu réticents par rapport à ce choix, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il a eu raison de partir, il a eu raison de s'installer à son propre compte et de faire ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il a décidé, en plus de la création de plantations, de transformer les fruits de ces plantations-là. Notre papa a vendu des fèves de cacao. 50 ans après, il a 1000 fois raison de ne pas vouloir vendre des fèves de cacao. Lui, il veut vendre autre chose. Il veut donner une valeur ajoutée à ces fèves de cacao-là pour vendre autre chose que les fèves de cacao. Aujourd'hui, si notre père vivait, il serait très fier de lui. Séraphin Koua, son frère cadet, donne des témoignages qui justifient les actions d'Alphonse dans l'entrepreneuriat agricole. J'ai fait une formation en finance, lui il était marketeur et ensemble on a commencé en 2001. J'avais aussi l'envie de créer une entreprise mais je n'avais pas les moyens. Donc quand j'ai vu ce qu'il faisait, je dis mais pourquoi ne pas travailler avec lui. J'ai passé quand même 5 ans avec lui et 5 ans j'ai beaucoup appris de lui. Je savais qu'il avait une passion aussi pour l'agriculture étant marketeur. Papa Oufoué a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et nous l'avons si bien compris. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est palpable. Je pense que ce qui manque aux gens aujourd'hui, c'est le courage, c'est l'audace. Il faut que les jeunes s'engagent. Et je suis heureux que de plus en plus, je vois beaucoup de jeunes Ivoiriens qui osent, qui s'engagent dans l'agriculture et qui fonctionnent, ça marche. Des jeunes qui créent leur entreprise, qui démissionnent. C'est ça. L'entrepreneuriat. C'est de ça qu'il s'agissait quand en 2006 je parlais d'entrepreneuriat. Aujourd'hui nous sommes en plein là-dedans. Et donc vraiment moi c'est une satisfaction et je félicite, j'encourage mon frère aîné à continuer sur cette voie. Le meilleur est devant nous. Alphonse invite les Ivoiriens à la transformation des matières premières pour une indépendance commerciale de l'agriculture ivoirienne. Aujourd'hui dans la zone d'Ivo par exemple, là où nous avons nos champs, nous avons le cacao et nous avons aussi le gingembre. On peut faire du chocolat noir au gingembre. Un de nos partenaires techniques, docteur, qui nous disait comme ça que le chocolat noir est bon pour la tension. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui meurent d'AVC, beaucoup de personnes même qui meurent d'AVC. Donc pour nous, c'est important que nous transformions ces choses-là parce que ça nous aide pour notre santé et on peut le commercialiser aussi pour gagner un peu plus d'argent parce qu'on ajoute de la valeur à la fève. Voilà. Aujourd'hui, il y a la poudre de cacao, il y a d'autres, le beurre de cacao. Au cours de cette transformation, il y a des femmes qui vont travailler. Il y a des femmes qui vont décortiquer les fèves de cacao, il y a des femmes qui vont décortiquer le gingembre. Donc, ça va leur faire du travail. Donc, voilà notre vision. Faire en sorte que l'agriculteur, le planteur puisse avoir une juste rémunération de son travail. N'a-t-il pas dit, Melvin Jones, le fondateur du Lions Club International, que rêver seul peut être interprété, mais rêver à plusieurs est le début d'une action, que le courage de ce jeune entrepreneur serve d'exemple. La cérémonie de lancement du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde, CIETA, a été effectuée jeudi 7 juin en présence du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, ministre de l'Industrie et des Mines par intérim, Souleymane Diarra-Souba, partageant la coprésidence de ce salon avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et de bien d'autres personnalités, dont l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire.
Cette troisième édition a pour thème « Transformation de l'anacarde, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse africaine ». Elle vise notamment à accroître la valeur ajoutée locale de l'anacarde par la création des conditions d'accessibilité des investisseurs aux équipements et technologies de transformation. Le PCA Bamba Mamadou, dans son allocution, a tenu à saluer les actions du président Alassane Ouattara et aussi de tout le gouvernement de permettre à la filière anacarde d'atteindre un taux de transformation assez important. En effet, la Côte d'Ivoire, premier exportateur mondial, transforme actuellement moins de 10% de sa production. Le pays qui exporte 90% de noix de cajou envisage de transformer 50% de sa récolte à l'horizon 2020 grâce à une industrialisation accrue de la filière. Le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Dr Adama Koulibaly, également commissaire général de ce salon, a quant à lui présenté le CIETA 2018. Il a assuré développer la stratégie de transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire, dont le secteur regroupe plus de 300 000 producteurs. Je prends l'engagement que nous allons réussir la transformation, a déclaré Dr Adama Koulibaly, qui a encouragé les équipementiers nationaux à émerger afin que la Côte d'Ivoire gagne la bataille de la transformation des noix de cajou. Vous pouvez visiter dans les environs d'Abidjan, pas très loin d'ici, une unité d'une capacité de 5000 tonnes. Elle offre 645 emplois, dont 600 femmes. Si vous créez 10 unités de ce genre autour d'Abidjan ou autour de Boaké, vous voyez donc l'impact qu'on va donc avoir sur la jeunesse et notamment sur la jeunesse féminine et qui stabilise les femmes, stabilise plus généralement la société. Le salon sera animé quotidiennement par environ 500 exposants et conférenciers. Il regroupera les promoteurs d'équipements et de technologies de transformation, les PME, les coopératives de producteurs, les industriels du secteur et les institutions de crédit. En 2017, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cajou, a enregistré une production de 711 236 tonnes de noix de cajou, représentant plus de 22% de la production mondiale et environ 33% de l'offre à l'échelle internationale. Pour l'année 2018, les exportateurs sont tenus de justifier d'avoir vendu 15% de leurs produits à des opérateurs locaux avant d'obtenir l'autorisation d'exporter, a annoncé M. le ministre Souleymane Diarra-Souba, faisant savoir que les capacités de transformation installées sont passées de 52 200 tonnes en 2013 à 119 350 tonnes en 2014, soit un accroissement de plus de 110%. Les quantités transformées localement ont quant à elles évolué de 23 000 tonnes en 2014 à environ 45 000 tonnes en 2017, soit une augmentation de plus de 88%. Pour l'année 2018, le gouvernement entend favoriser la transformation de 100 000 tonnes de noix de cajou brutes, a-t-il poursuivi. Pour amplifier l'industrialisation de la filière, le gouvernement ivoirien a mis en place le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'anacarde en Côte d'Ivoire, dont le financement est assuré par un appui de la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars, soit 111,09 milliards de francs CFA. Il est important de souligner que cette troisième édition du CIETA sera couplée avec le troisième conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou, CICC, et de la conférence annuelle de l'Alliance du cajou africaine, ACA, organisation qui comprend le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Une réunion du CICC est prévue du 4 au 6 juillet à Cotonou. Cette cérémonie de lancement s'est achevée dans une belle ambiance. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter. Rendez-vous est pris pour ceux qui nous suivent. Vous le savez certainement, tous les dimanches en 15 à 14h30 sur la même chaîne pour voir et entendre nos braves paysans qui travaillent jour et nuit pour nous nourrir. Nous leur consacrons tous les dimanches les 26 minutes pour leur rendre hommage. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques vous remercie pour tous vos messages d'encouragement et de soutien par ma voix. Nous appelons également tous les partenaires et sponsors à associer leur image à cette émission qui valorise l'agriculture dans toute sa diversité. Nous avons besoin de tous
pour la promotion de nos braves paysans. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, vive l'agriculture pour que vivent nos braves paysans dynamiques et prospères. À très vite.